Il est déjà 19 heures, donc bienvenue à nouveau à une présentation du groupe Accès spécial. On dit SP pour sclérose en plaques, E pour éducation, C pour communication, I pour information et accessibilité en ligne. OK. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue aux conférences d'accès spécial données par quatre infirmières spécialisées en sclérose en plaques. Cette entreprise indépendante se spécialise au niveau de l'éducation, la communication, l'information et l'accessibilité en ligne pour la communauté entourant la sclérose en plaques. Veuillez prendre note que les propos des conférences seront basés sur l'expérience clinique des infirmières d'accès spécial. Nous désirons porter à votre attention que la plateforme utilisée est publique. Par conséquent, ce que vous écrirez le deviendra. De plus, par souci de confidentialité, aucune consultation privée ne sera réalisée ainsi qu'aucune question relative à votre dossier médical ou d'ordre personnel ne sera répondue. Nous vous demandons donc de vous référer à votre clinique de suivi, votre neurologue traitant ou encore à votre programme de soins si vous en avez un et si vous désirez discuter de votre situation personnelle. Pour ce qui est des médicaments, nous parlerons de classes plutôt que de médicaments spécifiques. Nous vous demandons à nouveau si vous présentez des effets secondaires ou des soucis en ce qui concerne la médication que vous prenez actuellement, de vous référer à votre équipe traitante ou au programme de soins téléphoniques correspondant à votre traitement. Ceci est par souci de confidentialité et par éthique professionnelle en relation avec les règles de l'Ordre des infirmières du Québec et la loi sur les aliments et les drogues. Alors, merci à tous d'être présents ce soir et de nous permettre de vous rejoindre virtuellement afin de mieux connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Je tiens à vous dire avant de débuter que durant la présentation, tout ça, on a une infirmière qui est en ligne, qui peut répondre dans le chat à des questions personnelles. C'est Isabelle Jalbert. Donc, gênez-vous pas d'inscrire vos questions s'il y en a pour qu'elle puisse y répondre. Par la suite, à la fin de la présentation, on pourra avoir un échange et tout ça, puis continuer à répondre à vos questions s'il y a lieu. Si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation dans sa totalité, les présentations que l'on fait sont toutes mises sur YouTube après, dans les 24-48 heures suivant la présentation pour que vous puissiez les consulter à nouveau ou même partager ou en parler là, avec des gens que vous connaissez qui pourraient être atteints de la sclérose en plaques. Donc, aujourd'hui, on va essayer de démystifier les médicaments qui sont les médicaments originaux, qu'est-ce que c'est un générique, c'est quoi un médicament biosimilaire et tout ça, essayer de mieux comprendre tout ça, ce que ça implique. Donc, le plan de la présentation, je vais faire l'introduction tantôt, mais on va parler des lois, des règles, des articles de loi. Vous allez là voir, là, c'est un peu lourd, mais je pense que c'est un incontournable. On se doit d'en parler pour mieux comprendre la situation actuelle. On va clarifier la différence entre les médicaments de référence qui sont les médicaments originaux et qu'est-ce que c'est un générique ou un biosimilaire. L'impact que ça a pour les patients, pour vous, pour les pharmacies ainsi que les cliniques spécialisées en sclérose en plaques. Alors, les pratiques sont en place depuis déjà plusieurs années, soit déjà 27 ans en sclérose en plaques avec des médicaments de référence, soit des médicaments originaux. Le premier médicament original de référence en sclérose en plaques est disponible depuis 1995. Donc, ça date vraiment depuis longtemps. En ce moment, on est actuellement dans l'obligation, je pense, d'avoir une réflexion importante sur l'arrivée des médicaments biosimilaires ou génériques en sclérose en plaques parce que c'est des situations qu'on n'a jamais vécues dans le passé puis auxquelles on a à faire face.
En 2018, avant l'arrivée du premier biosimilaire en sclérose en plaques, nous comptions plus de 12 médicaments de référence, donc 12 médicaments qui étaient originaux, là, qui avaient été produits par des compagnies pharmaceutiques sans équivalent. Puis on n'avait jamais eu affaire ou face à l'impact de l'arrivée des biosimilaires ou même des génériques au niveau canadien ou même international. Aujourd'hui, il y a plus de 15 médicaments de référence, donc des médicaments originaux. Si j'essaie de faire un peu la distinction pour qu'on suive un peu par la suite aussi, là, mais aujourd'hui, on est rendu à 15 médicaments de référence, donc des médicaments qui ont été produits, des originaux, dont 5 de ces médicaments-là ont obtenu l'autorisation soit de biosimilaires ou de génériques. Il n'existe pas moins de 10 versions différentes en ce moment approuvées au Canada en ce qui concerne les médicaments génériques. Donc, quels sont les enjeux? Quels sont maintenant nos enjeux et qu'est-ce que tout cela implique? On va commencer par les lois. Donc, c'est la période la plus lourde, mais après ça, ça devrait mieux aller. Donc, le projet de loi de 1992, c'est une loi, 92, c'est une loi qui vise à accroître le pouvoir de la Régie de l'assurance maladie du Québec à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu'à protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse. Bon, ça ne nous concerne pas vraiment, mais cette portion-là fait quand même partie de cette loi-là. Le projet de loi 92 interdit notamment certaines pratiques commerciales entre les fabricants de médicaments, les grossistes et les pharmacies, ainsi que le soutien financier ou le remboursement des médicaments aux patients par les fabricants. Donc, c'est une loi qui cherchait à protéger là, vraiment les gens là, par rapport à ce que les compagnies pharmaceutiques offraient et tout ça là, pour pas qu'il y ait, bon, mettons, d'abus à ce niveau-là. Là. Depuis le 15 avril 2021, les fabricants grossistes et autres intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement des médicaments sont soumis à de nouvelles interdictions suite au règlement là, sur les exceptions à l'interdiction de payer ou de rembourser le prix d'un médicament ou d'une fourniture dont le paiement est couvert par le régime général d'assurance médicaments. Fait que, je trouvais ça important de le signaler, ça, parce que c'est ça qui va avoir un impact, là, on va le voir là, durant la présentation, sur beaucoup de choses. Là. Alors, ce règlement-là ajoute aux pratiques commerciales prohibées déjà en vigueur l'interdiction pour les intervenants susmentionnés de payer ou de rembourser à une personne couverte par le régime général d'assurance médicaments le prix d'un médicament ou d'une fourniture dont le paiement est couvert par ce régime. Donc, cette loi-là, la loi 92, là, ça date déjà depuis longtemps, hein, depuis 2016 que ça a été quand même écrit, rédigé, là, tout le processus de cette loi-là, mais on a été des années sans qu'elle soit nécessairement appliquée. Là, ce qui arrive, c'est que depuis, justement, le 15 avril 2021, là, le gouvernement a décidé de mettre en application les articles concernant cette loi-là. Alors, l'interdiction de rembourser, ça risque d'affecter quoi? Bien, ça risque d'affecter la continuité des programmes de soutien aux patients qui sont déjà existants. Puis, ça établit des limites qui devant être considérées là, dans la mise en place de nouveaux programmes par les intervenants de l'industrie pharmaceutique. Puis, on va mieux comprendre ça peut-être un petit peu plus tard, là, ce que ça implique là, comme conséquence. L'article de loi 82 de 80.2, qui est la loi là, sur l'assurance médicaments, du projet de loi 92, il y a des exceptions à cette loi-là. C'est quoi ces exceptions-là? Bien, c'est la première exception qui s'applique, bien, c'est par rapport à ceux qui ont la méthode de prix le plus bas, mais ça, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on voit ou qui nous concerne nécessairement sclérose en plaques, c'est pas mal tout équivalent mais c'est ceux pour lesquels une version générique ou biosimilaire n'est pas inscrite sur la liste. Donc, si jamais il y a des versions génériques ou pas inscrites au niveau de la liste de la RAMQ, ce n'est pas nécessaire nécessairement de passer à ça, mais s'ils sont inscrits à ce moment-là, on est dans l'obligation d'aller vers ces médicaments-là qui sont soit des biosimilaires ou des génériques.
Ceux qui ne sont pas visés à l'énumération 1 et 2 là, précédentes, dans le cas où la personne couverte par le régime d'assurance médicaments avant le 15 avril 2021, si ces personnes-là déjà bénéficiaient d'un paiement ou d'un remboursement pour un médicament, bien, à ce moment-là, ils sont dans la possibilité de pouvoir continuer de bénéficier de cette clause-là dite grand-père, mais c'est dans le cas où il en bénéficiait déjà avant le 15 avril 2021. Ça, c'est vraiment une particularité dans le sens que quand on a les médicaments originaux, les programmes originaux offraient des programmes d'aide financière aux patients. Donc, les patients pouvaient bénéficier d'aide à la franchise pour ceux pour qui ça présentait une difficulté sur le remboursement de paiement-là. Mais ce n'est pas tous les patients qui ont accepté d'avoir cette aide financière-là, d'aide à la franchise. Donc, la loi, la clause grand-père s'applique seulement aux patients qui avaient cette aide-là auparavant, avant le 15 avril 2021. S'ils n'en ont jamais bénéficié, il est comme trop tard parce que la loi officiellement est en application à partir de cette date-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais on verra si jamais il y a des questions associées à ça. Là, on pourra peut-être clarifier. Là. Seuls les médicaments biosimilaires seront couverts à partir de avril 2022. Donc, à partir d'aujourd'hui, la RAMQ considère que tout médicament original de référence pour lequel il existe un médicament biosimilaire, on expliquera un peu plus c'est quoi par la suite, doit obligatoirement passer au biosimilaire. Alors, ça ne concerne pas les médicaments génériques. Fait qu'il faut vraiment être capable de faire la distinction entre les médicaments biosimilaires et les génériques. Puis ça, les pharmaciens ou les cliniques sont quand même là, confortables avec ça. Là. Puis les programmes de soins aussi, donc, devraient être capables de vous informer à ce niveau-là. Donc, l'annonce a été faite là, par le ministère de la Santé, là, le ministre Dubé, l'an dernier. Là, je pense que ça a été en juin l'an dernier, là, qui nous a avisé qu'à partir d'aujourd'hui, cette loi-là serait mise en application là, pour tous les biosimilaires qui seraient inscrits au registre de la RAMQ. Obligatoirement, les patients devraient passer là, du original à ce médicament-là. Dans le cadre d'un traitement en cours, on en a juste un petit peu parlé tantôt, mais vous pouvez continuer de bénéficier d'un remboursement de médicaments biologiques qui est original, d'origine, jusqu'au 12 avril 2022, qui est aujourd'hui. Ensuite, le remboursement va se faire pour un original seulement dans les cas suivants. Donc, la seule raison pour laquelle vous pourriez rester sur un médicament original et ne pas passer à un médicament biosimilaire, c'est que s'il n'y a pas de version biosimilaire couverte par la RAMQ ou enregistrée là, dans le registre, c'est sûr que ce n'est pas possible. Mais jusqu'à 6 mois, à partir du moment où vous avez un original en ce moment, bien, c'est sûr que vous allez devoir passer au biosimilaire, mais vous avez jusqu'à 6 mois là, après l'inscription de ce biosimilaire-là à la RAMQ pour faire le changement de traitement. Donc, actuellement, en sclérose en plaques, on a un seul médicament qui est un biosimilaire. Là. Donc, un seul pour lequel cette loi-là ou cette règle-là s'applique. Pour les patientes qui sont enceintes, qui sont sur ce médicament-là original, ne sont pas obligées, ces personnes-là, de passer nécessairement au biosimilaire. Ils peuvent rester sur l'original. Puis ça inclut la période aussi qui suit pendant 12 mois suivant l'accouchement. Il y a aussi, si jamais les gens sont inscrits avant l'âge de 18 ans, ces personnes-là peuvent aussi bénéficier d'une autorisation jusqu'à 12 mois qui suit le 18e anniversaire de naissance. Puis la dernière clause, ça ne s'applique pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment assez de biologique là, où on ne pourrait pas vraiment là, offrir autre chose ou démontrer que ça n'a pas été efficace là, aux des échecs à 2 biologiques antérieurs. Bon, je pense qu'on a passé la phase la plus lourde. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi ou mêlé avec ce que je viens de dire. Là. Mais on va essayer un petit peu de clarifier plein de petits points qui ont été dits durant les textes là, que je viens de vous lire. Alors, qu'est-ce que c'est un médicament original ou c'est quoi les médicaments de référence ou originaux? Donc,
Ces médicaments-là, c'est des médicaments qui est breveté. Donc, c'est une compagnie pharmaceutique qui a fait des recherches, des analyses, qui a démontré que ce médicament-là était efficace dans tel domaine, qui était soit équivalent ou meilleur que ce qui était déjà existant. Et cette compagnie-là, en raison de sa période de recherche, tout ça, a une protection qui empêche les autres fabricants, les autres entreprises de faire le médicament ou de le commercialiser pour une période ici qui est valide pour environ 20 ans à partir de la date où le médicament a été déposé ou la demande de brevet a été faite. Donc, pendant 20 ans, un médicament original peut avoir son exclusivité, mais par la suite, ce brevet-là se termine, puis des compagnies pharmaceutiques autres peuvent reproduire ce médicament-là ou même tenter de faire des médicaments qui sont équivalents. Donc, lorsque ça arrive à l'expiration, bien, ça permet à ces entreprises-là de faire librement ou de fabriquer là, librement un médicament équivalent puis de le commercialiser. Alors, on va tenter encore de démystifier tout ça. Alors, le générique, c'est une copie d'un médicament original ou de référence. C'est un équivalent au niveau pharmacologique. Puis, je tiens quand même à souligner, tu sais, un générique, c'est c'est drôle l'exemple que quelqu'un me donnait, mais je trouve ça intéressant. C'est comme si on prenait la même recette, mais que c'était un autre chef qui le faisait. OK? On ne parle pas de copie au même titre qu'on parlerait, mettons, de copie, je ne sais pas moi, tu sais, on va acheter un Gucci original, ben, il vaut cher. Une copie à New York vaut moins cher, mais c'est une copie, puis c'est plus cheapette. Tu sais, je dirais ça de même, là. Mais c'est une copie en pharmaceutique, tout ça, c'est pas mal plus sérieux que ça. Là, on parle de copie, mais copie qui doit obligatoirement suivre des règles d'éthique pour être produits puis démontrer la pertinence ou comme quoi ils peuvent mettre en marché leurs produits. Donc, ce médicament-là, qui est le générique, c'est un médicament qui contient les mêmes ingrédients médicinaux que le médicament de marque. Donc, tout ça, c'est pour un peu vous faire comprendre la sécurité de l'arrivée de ces génériques-là. Là, c'est quand même des médicaments qui sont très surveillés. Les ingrédients les ingrédients dans un générique sont en quantité égale à ceux que renferme le médicament original. Il se présente habituellement sur la même forme thérapeutique ou pharmaceutique, là, qui est soit en pilule ou en injection, tout ça. Ça peut aussi avoir plusieurs versions de générique. À partir du moment où le brevet est levé, il n'y a pas juste une compagnie pharmaceutique qui peut produire ce générique-là. Il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui peuvent le produire. Puis on dit que c'est des médicaments qui sont à petites molécules, donc sont plus faciles à fabriquer. C'est conçu pour agir de la même façon que le médicament de marque. La bioéquivalence aussi doit avoir été démontrée au niveau de ce médicament-là. Alors, c'est quoi la bioéquivalence? Bien, c'est de montrer que la disponibilité, la vitesse à laquelle les ingrédients médicinaux sont absorbés dans notre système et puis qui atteignent une concentration dans le sang est normalement la même que celle qu'on retrouverait avec le médicament original. Donc, ça devrait agir de la même façon dans l'organisme puis avoir le même profil d'efficacité et d'innocuité. L'innocuité, bien, ce que ça veut dire, c'est que c'est la sécurité du médicament. C'est clair qu'on doit démontrer que ce médicament-là, il n'est pas nocif puis il ne peut pas avoir de toxicité ou vous nuire là, de façon équivalente au médicament original qui avait été fait au départ. Il n'y a pas de possibilité d'aide financière des programmes pour les médicaments génériques depuis avril 2021 si nouvellement prescrits. Ça veut dire que si la prescription du médicament pour lequel il y a un générique a été fait après le mois d'avril 2021, les compagnies pharmaceutiques n'ont pas le droit d'offrir aux patients de l'aide financière, sauf si les patients avaient auparavant déjà bénéficié avant le mois d'avril 2021 de cette clause grand-père-là et qui avaient accepté cette aide financière-là des compagnies pharmaceutiques. Puis il y a aussi le fait que le patient, il faut faire attention dans le sens que si vous êtes déjà sur un générique, mettons, pour lequel vous aviez une aide financière autorisée, vous bénéficiez d'une clause grand-père, mais que vous passez à un autre générique
qui est un équivalent, là, parce qu'il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui peuvent produire les génériques, ben, cette clause grand-père-là ne s'appliquerait pas pour un switch, un changement d'un générique à un autre. Ça serait comme si vous avez le nouveau médicament. Donc, de là l'importance de demeurer sur un même générique si c'est possible, parce qu'on pourrait en perdre les bénéfices là, acquis. Pour ce qui est des biosimilaires, bien, le biosimilaire, c'est un médicament qui est biologique, okay, qui a démontré lui aussi un effet semblable au médicament original dont la vente est déjà autorisée du point de vue de l'innocuité. On en a déjà parlé, là, du fait que ça soit sécuritaire et non nocif, puis au point de vue de l'efficacité. C'est approuvé à la suite d'une comparaison qui est approfondie au niveau biologique, aux médicaments biologiques de référence. Donc, la différence entre le biosimilaire et le générique, c'est que le biosimilaire, on parle de médicaments à grosse molécule qui a demandé aussi une recherche aussi intense que si c'était un médicament original. Donc, souvent, les médicaments biologiques, les médicaments biosimilaires vont être quand même un peu plus coûteux que les médicaments génériques en raison du besoin qu'ils vont avoir eu là, de démontrer pratiquement l'équivalence avec le médicament original. Alors, le médicament original, on en a parlé, c'est comme un petit résumé ici, là, que c'est un produit breveté par les compagnies pharmaceutiques. Puis, le médicament générique, bien, c'est une copie qui coûte moins cher. De là, l'intérêt des gouvernements ou des programmes d'assurance, que ça soit public ou privé, de vouloir aller sur les génériques. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on se doit de comprendre, parce que ça soit la RAMQ ou le privé, indirectement, on paie pour ces assurances-là. Puis, si un médicament coûte moins cher, ben, ça fait que les gens peuvent bénéficier peut-être de plus d'offres et tout ça. Donc, je pense qu'on doit en tenir compte du fait que le coût peut être moins cher, mais il faut juste s'assurer là, que c'est fait correctement, dans le sens que vous soyez bien informé là, des conséquences ou de ce qui est offert avec ces médicaments génériques-là, puis voir éventuellement si c'est quelque chose qui vous convient, parce qu'il y a des choix à faire aussi à ce niveau-là. Donc, c'est des médicaments qui contiennent les mêmes ingrédients médicamenteux. Ça peut contenir des ingrédients non médicinaux différents, ce qui peut avoir des fois une incidence ou pas une répercussion, là, mais sur la couleur du médicament. Il ne sera pas parfaitement de la même couleur, de la même grosseur, de la même forme que le médicament original, mais ce n'est pas quelque chose qui change au niveau de l'efficacité et de la sécurité du médicament. Puis, ces médicaments-là sont aussi approuvés par Santé Canada selon les mêmes normes de qualité. Donc, c'est rassurant à ce niveau-là. Comment Santé Canada évalue l'arrivée d'un générique? Bien, elle évalue premièrement l'efficacité et la sécurité. Donc, le mode d'action doit être le même. Le médicament doit avoir démontré sa bioéquivalence. On en a parlé aussi un petit peu avant. Il doit agir de la même façon dans l'organisme. Il doit avoir la même sécurité, la non-nocivité ou dangerosité que le médicament original. C'est quoi les lois qui s'appliquent là, afin de vous protéger là, par rapport à tout ça? Ben, c'est le règlement sur les aliments et drogues en vertu de la loi. Ben, c'est ça. C'est le règlement sur les aliments et drogues en vertu de la loi sur les règlements et drogues. Il y a aussi la loi. La loi s'applique aussi à tous les médicaments y compris les génériques. Donc, ces lois-là s'appliquent aux médicaments originaux, aux génériques, mais tous les médicaments sur le marché doivent répondre aux critères. Ça doit être approuvé aussi par Santé Canada avant d'être mis en marché. Le médicament, comment ça se fait ça, cette approbation-là, puis par où les compagnies doivent passer pour faire valoir là, ou faire mettre en marché leurs médicaments? Donc, le médicament de marque, le médicament original, doit avoir l'autorisation de mise en marché de Santé Canada. Pour avoir cette autorisation-là, il doit avoir fait une présentation du protocole de recherche du médicament, comme quoi que c'est une drogue nouvelle. Ça doit être inscrit là, comme
sur un formulaire de présentation de drogue nouvelle. Puis, comme il va arriver à démontrer ça en faisant différentes études cliniques. Donc, les études vont se faire, il va y avoir des études précliniques qui se fait, bon, on en a déjà entendu parler, là, mais au départ, quand c'est quelque chose de nouveau, ben, ça va se faire préclinique au niveau des animaux. Par après, on va remettre des critères d'inclusion ou d'exclusion à ces protocoles-là pour qu'il y ait une phase 1 puis qu'on regarde la sécurité, la non-toxicité du médicament à l'étude. Après ça, on va regarder au niveau de l'efficacité. L'efficacité, on peut souvent le comparer par rapport à d'autres traitements déjà efficaces. Puis, il va y avoir les études aussi là, de phase 3 là, qui vont nous permettre de voir ou de s'assurer que le médicament est au moins équivalent ou meilleur que ce qui est déjà existant. Donc, les compagnies qui fabriquent les médicaments originaux doivent démontrer l'efficacité puis la sécurité de ces médicaments-là. Le médicament générique, lui, on autorise, il doit aussi être autorisé par Santé Canada, mais la présentation qu'il fait à Santé Canada pour la mise en marché de ce médicament-là est appelée une présentation abrégée de drogue. Donc, comme c'est un générique, une copie, les études ont déjà été toutes faites, tout ça, fait que la présentation est plus légère, la comparaison va être plus facile, puis ils vont devoir, eux, faire une étude qui est comparative là, pour démontrer leur équivalence, leur bioéquivalence là, au médicament original. L'efficacité, puis la sécurité, la non-toxicité de ce médicament-là doit aussi avoir été démontrée là, au niveau clinique là, par rapport aux médicaments de marque. Puis eux, c'est plutôt de garantir l'efficacité, de s'assurer que cette sécurité-là est toujours existante avec leurs produits à eux. La commercialisation des médicaments, ben, c'est réalisé suite à des études afin, ben, commercialisation des médicaments au Canada. Donc, c'est réaliser des études. Comment on fait ça? C'est en réalisant des études afin de tester puis développer leurs nouveaux médicaments génériques. Ils doivent respecter les normes internationales et nationales là, qui sont relatives à l'approbation conférée et présenter une demande pour le médicament Santé Canada afin d'obtenir l'autorisation. Euh, cette autorisation-là peut être longue à avoir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Là. À partir du moment où ils soumettent leur présentation de drogue nouvelle ou abrégée de drogue nouvelle, ça peut prendre jusqu'à, on a vu là, dans certaines années, là, jusqu'à 15 mois, 16 mois avant que tout soit revisé puis accepté là, en finalité. Les pratiques autorisées actuellement en pharmacie, parce que là, avec l'arrivée de ces génériques-là, ça a eu des impacts au niveau des pharmaciens, au niveau des patients, au niveau des cliniques. Mais les pharmacies ont quand même des droits. Les pharmaciens, ils ont des droits déjà autorisés par rapport à des substitutions de médicaments. Puis ça, c'est pas juste en sclérose en plaques, là, ça se fait dans tous les problèmes de santé, les maladies, les problèmes en cardiologie, les diabètes, tout ça. On retrouve vraiment des génériques dans tous les domaines de santé ou dans tous les problèmes de santé. Là, c'est juste que pour nous, c'est nouveau, là. Mais le pharmacien, il a le droit de substituer un médicament. Mais quand est-ce qu'il a le droit de substituer ce médicament-là? C'est lors de rupture de stock, mettons, d'approvisionnement. S'il n'est plus capable de vous fournir avec un médicament, il a le droit de le passer à un autre médicament générique qui est équivalent, puis qui demeure sécuritaire pour vous. C'est des médicaments qui présentent, si jamais le médicament présente un risque, mettons, tout d'un coup, c'est arrivé aussi des médicaments que ça faisait longtemps qu'ils étaient sur le marché, puis qu'on pensait sécuritaire, puis tout d'un coup, on apprend qu'il y a eu des cas qui ont été déclarés, puis là, oups, ils ont retiré ce médicament-là du marché. Ça ne veut pas dire que nécessairement parce que le médicament original est retiré que tous les génériques vont être retirés. Des fois, on peut aller vers un équivalent à ce moment-là. Puis, c'est ça, il faut que le médicament soit basé sur la même dénomination commune, OK? Ce qui permet la substitution d'un médicament par un autre dont la dénomination commune est la même. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la même structure chimique. Fait que tout ça, c'est très clair là, pour un pharmacien. Là. Il sait très bien par quel médicament il peut substituer. Puis c'est clair qu'un médicament biologique peut être substitué à un biosimilaire qui serait équivalent ou même à un générique qui serait équivalent.
La pratique autorisée en pharmacie, ben c'est ça. Ils ont le droit de faire ça, mais à 2 conditions. Les pharmaciens peuvent substituer un médicament original à un médicament générique sans nécessairement aviser votre médecin traitant, mais il est dans l'obligation de vous aviser, puis aussi d'inscrire cette information-là au dossier. La seule raison pourquoi on ne pourrait pas faire de substitution pour un médicament, ce serait qu'il y ait eu des effets indésirables mesurables, des réactions allergiques importantes, sévères, documentées, qu'on est capable de démontrer. Donc, ça serait une raison là, pour laquelle le pharmacien là, ne pourrait pas faire la substitution. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison là, applicable à ce niveau-là. Puis les règles par rapport à ça, tout ça, ben, c'est établi par les provinces, puis c'est chaque province a ses réglementations, ses lois. Les considérations qu'on a lors de la substitution d'un médicament, puis on comprend très bien par le questionnement que vous avez ou dont vous nous faites part, c'est bien, la qualité des médicaments. Est-ce que c'est des équivalents, tout ça? C'est un peu ce que j'ai essayé de vous démontrer dans les diapos, là, les images qui précédaient. Donc, les gens ont peur d'avoir des insatisfactions par rapport aux conséquences, aux impacts là, non planifiés là, de ces changements à des génériques. Là. Mais là, on est capable de vous dire que sensiblement, quand on parle d'innocuité, de sécurité, tout ça, c'est qu'on s'attend aux mêmes effets secondaires possibles, puis aux mêmes bénéfices attendus possibles aussi. Donc, la différence principale serait clairement le fait que ces médicaments-là sont vendus quand même à un moindre coût, généralement peuvent être même 3 fois plus économiques là, que le médicament original. Il y a aussi de l'insécurité face au changement, puis ça, c'est normal. La sécurité, elle doit être démontrée, approuvée par Santé Canada. Donc, c'est ce qu'on parlait tantôt. C'est un peu aussi dans le but de vous rassurer par rapport à ça, comme quoi, là, il y a une surveillance très, très étroite par rapport à toutes ces arrivées de médicaments-là par Santé Canada. Puis les compagnies pharmaceutiques sont aussi dans l'obligation d'assurer la surveillance de leurs médicaments, des effets secondaires. C'est ce qu'on appelle, nous, la pharmacovigilance. Là. Fait qu'à chaque fois qu'un patient qu'il soit sur un original ou sur un médicament générique, si jamais il présentait des effets secondaires sérieux ou non documentés dans la monographie des médicaments, que ce soit tout le personnel là, médical, que ce soit les pharmaciens, les infirmières, les médecins traitants, tout le monde est dans l'obligation de déclarer un effet secondaire sérieux à la compagnie, puis eux sont dans l'obligation de déclarer ça dans les 24 heures à Santé Canada. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt aussi, là, c'est pas parce que des fois des médicaments sont là depuis longtemps qu'il ne peut pas tout d'un coup se déclarer quelque chose dans le temps qui serait là à informer Santé Canada, puis on prend ça au sérieux là, dans toutes nos institutions là, respectives. Alors, c'est quoi l'impact de cette arrivée-là ou de ces changements-là là, au niveau de vous, les patients, au niveau des pharmacies spécialisées, puis au niveau de nous, les cliniques en sclérose en plaques, ou même des cliniques qui ne possèdent pas de suivi ou de cliniques spécialisées en sclérose en plaques, ou même des neurologues qui travaillent seuls là, en clinique? Alors, pour vous, ben, c'est ce qui est important, tu sais, je vais commencer par ça parce que je pense que c'est vraiment un point qui est crucial de vous dire que, moi, je pense que c'est important que vous sachiez que le choix et le consentement face à un médicament où on n'a pas toujours à consentir parce qu'on n'a pas toujours ce choix-là de consentir, mais on peut avoir le choix de consentir à un générique plutôt qu'à un autre en prenant en considération certains critères qui sont quand même importants à connaître. Donc, ce choix-là ou ce consentement-là doit être éclairé. Puis, vous avez le droit quand même d'avoir ces informations-là. Puis, par la suite, bien, prendre votre décision en pleine connaissance de cause, là, que vous soyez au courant de tout ce que ça peut impliquer. Fait que, puis aussi, ce qu'on se dit souvent, c'est il faut considérer aussi quand vous êtes mis face à ça, puis s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien que
l'aptitude à consentir doit être considérée dans le sens que c'est important, si ce n'est pas clair pour vous, ce qui vous est expliqué, que vous puissiez réentendre l'information ou consulter dans un deuxième temps soit votre clinique, soit votre programme de soins, soit votre pharmacien en étant accompagné d'une personne en qui vous avez confiance, pour que ça vous rassure, là, puis qu'il n'y ait pas d'anxiété ou de stress associé à ces changements-là. Alors, ce qui est important que vous sachiez, c'est que, bon, premièrement, la présentation de ce soir tentait de répondre ou tente de répondre à ça, là, comme quoi il y a l'arrivée des génériques, puis c'est important d'en connaître les impacts, les conséquences, puis peut-être vous donner un petit peu d'explication par rapport à ça ou vous orienter comment justement trouver ces informations-là. Puis que vous avez aussi la possibilité de choisir parce qu'il y a différentes versions de génériques, puis on va en parler un petit peu plus loin. Vous avez le droit aussi de poser des questions. Tu sais, à un moment donné, c'est pas tout d'arriver à la pharmacie puis de dire, ben, on est rendu là, on doit passer à un générique, tout ça, fait qu'on va faire le changement. Et il faut savoir ce que ça implique, puis vous avez le droit de poser des questions pour des clarifications avec votre pharmacien pour que finalement le choix qui soit fait réponde vraiment le mieux possible à vos attentes, là, puis à vos besoins. Au niveau socio-économique, on le sait, on en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, que ces changements-là, oui, ont un impact parce que il y a du soutien financier. Il y avait du soutien financier qui était offert quand même assez facilement avec les médicaments originaux que là, qui risquent de disparaître avec l'arrivée des génériques. C'est sûr que ça peut avoir un impact parce que, bon, les programmes de soins pouvaient aider à l'aide à la franchise, tandis que les médicaments génériques à partir d'avril 2021 n'ont plus le droit d'offrir ce service-là. Mais ils peuvent quand même offrir des services qui sont rassurants, mais c'est sûr qu'en ce qui concerne l'aide à la franchise, c'est pas disponible. Donc, c'est certain que ça peut avoir pour vous des impacts. Hein? On parle d'impact au niveau de la famille parce qu'on sait qu'en sclérose en plaques, des fois, il peut y avoir des pertes de productivité, le travail, au niveau des assurances, les couvertures et tout ça. Les franchises peuvent représenter des montants difficiles à absorber pour certains patients. Puis, ça va être à considérer dans notre pratique actuelle puis future parce que il se peut que ça compromette chez certaines personnes l'observance au traitement ou l'adhérence à ces traitements-là, puis c'est pas nécessairement notre but. L'idée, c'est que vous preniez vos médicaments comme ils doivent être pris, puis si jamais ça pose des problèmes, ben ça demeure que ça sera des discussions à avoir en clinique, là. Alors, il y a ces complications-là reliées au remboursement. Bien, on parle aux États-Unis, on parle beaucoup de ça, de la toxicité financière. Nous, on a la RAMQ. Fait que veut pas, les gens qui n'ont pas d'assurance privée ont quand même la possibilité d'avoir le recours à une assurance publique. Qui coûte quand même pas cher annuellement. Là, on a un montant maximal là, je pense que c'est 1200 ou 300 $. Je ne sais pas où c'est rendu actuellement, mais ça, c'est le maximum que vous pouvez avoir à payer par année, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Puis on voit que dans les pays où ils ont moins de soutien financier en ce qui concerne les assurances médicaments, ben, il y a vraiment beaucoup de patients qui ont des problèmes à se traiter ou de la difficulté en raison de problèmes financiers là, à bien adhérer à leur traitement. Fait que c'est sûr qu'on parle encore là, tout ce qui est l'aspect financier, là, les pertes d'emploi, l'invalidité, tout ça, bien, c'est clair et net que nous, on a une préoccupation face à ça, face à nos patients qui peuvent éventuellement là, avoir des problèmes là, pour payer leur médication puis la prendre là, comme on voudrait que le tout soit pris. Là. C'est sûr qu'il y a aussi la perception des gens. C'est important aussi que vous compreniez bien l'importance de ces traitements-là aussi. Là. Je pense qu'en général, on tente de mettre l'accent là-dessus en clinique quand on vous rencontre, les programmes de soins aussi, mais c'est sûr que quand on a une maladie tranquille, tout ça, des fois, on a peut-être
plus de difficulté à penser à l'impact que ça a lorsqu'on diminue ou on cesse des traitements ou tout ça, mais il reste que nous, l'idée, c'est qu'à long terme, cette maladie-là reste tranquille, puis évolue pas de façon sévère ou tout ça. Fait que l'adhérence au traitement, l'observance au traitement est très, très importante pour nous. C'est important que vous en compreniez l'efficacité de tout ça, là. Fait que c'est important que vous en discutiez aussi avec vos professionnels de la santé. Au niveau des pharmacies, il y a un impact aussi, hein, parce que les pharmaciens n'avaient pas nécessairement à gérer là, tous les impacts que l'arrivée des génériques génère en ce moment là, en pharmacie. Donc, c'est certain que c'est très important que les pharmaciens, là, en général, de toute façon, c'est leur domaine, là, de bien connaître les traitements, tout ça, les effets secondaires associés à ces traitements-là. Mais c'est aussi important qu'ils connaissent bien les particularités de surveillance associées aux médicaments. Donc, parce qu'il y a des médicaments qui, si jamais ils ne sont pas nécessairement pris de la bonne façon ou s'ils sont cessés, c'est des médicaments qui ne peuvent pas être repris comme ça sans être observés ou sans être accompagnés là, pour s'assurer de la sécurité de la reprise du traitement. Donc, c'est vraiment important que les pharmaciens soient au courant de tout ça. Les programmes de soins jouaient en grande partie ce rôle-là dans les surveillances, mais avec l'arrivée des génériques, bien, on n'aura peut-être pas toujours ce soutien-là de programmes de soins. Donc, c'est important que les pharmaciens là, soient plus au courant de tout ça là, ou en parlent plus. Ce n'est pas nécessairement d'être plus au courant parce que c'est, comme je disais, c'est leur domaine, mais qui en parlent plus ouvertement avec les patients là, à tous les mois pour s'assurer là, que le médicament est bien pris puis voir tout ça. L'impact aussi en pharmacie, c'est que, on va en parler un petit peu tantôt, mais je parle des programmes de soins, c'est que quand les gens ont des programmes de soins associés aux médicaments qu'ils prennent, que ce soit un original ou un générique, parce que c'est pas parce que c'est un générique qu'il n'y a pas de programme de soins, mais oui, il y a des génériques qui n'en ont pas. Donc, tout ça, c'est des choses importantes à savoir pour vous, parce que quand c'est le temps de renouveler un médicament ou que ce soit les assurances aussi, souvent on a des documents complétés. Puis si ce renouvellement-là n'a pas été fait à temps, si le renouvellement n'est pas fait dans le mois ou les 2 mois qui précèdent la fin de prescription, bien, il se peut qu'il y ait un trou, un délai d'attente. Puis ce délai d'attente-là peut être important dans le sens que on ne veut pas que vous arrêtiez cette médication-là pendant ce temps-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi plus serré là, au niveau des pharmacies pour s'assurer que cette médication-là soit bien represcrite là, quand il n'y a pas de programme de soins, parce que les programmes de soins vont assurer ce suivi-là, tandis qu'en pharmacie, des fois, ça peut peut-être poser un problème. Fait que peut-être que le souci qu'en pharmacie, on devrait peut-être avoir, ce serait de peut-être s'assurer que les patients qui passent à des génériques soient vraiment inscrits à des programmes de soins parce que le fait de ne pas l'être peut vraiment occasionner des problèmes ou des délais ou des situations là, non désirées là, pour les patients. Fait que ça serait de bien connaître là, les médicaments génériques puis de savoir pour informer les patients sur les programmes associés. Il y a aussi le fait que on ne peut pas nécessairement, il faut faire attention en pharmacie pour ne pas, tu sais, comme les patients n'ont pas tous des problèmes, des programmes de soins avec les génériques, ben comme on n'est pas obligé de toujours rester sur le même générique, parce qu'en pharmacie, je pense que les pharmaciens ont le souci là, de tenter de respecter le plus possible là, le médicament ou le générique qu'ils remettent à leurs patients, mais ils peuvent quand même passer d'un à l'autre. Le questionnement serait, quand on passe d'un à l'autre, qui va assurer mettons, le suivi de renouvellement de prescription, tout ça, parce que si on passe d'un programme à un autre générique qui n'a plus de programme, puis que la clinique de suivi du patient n'est pas au courant, il risque peut-être d'avoir des petits problèmes de communication là, qui ne sont pas nécessairement établis. Hein. Je pense que c'est tout nouveau pour tout le monde, puis on est tout en train d'essayer de s'organiser pour trouver des bons modes de fonctionnement là, pour assurer la sécurité de tout ça. Là.
Fait que, puis les coûts, tantôt, on en a parlé. Là. Fait que s'il n'y a pas de programme de soins, ben, j'en ai parlé. C'est de bien connaître les traitements en sclérose en plaques, l'importance du suivi mensuel. Donc, les effets secondaires possibles associés, ben, c'est sûr que quand les pharmaciens renouvellent la médication mensuellement, ben, ça fait partie du questionnement là, de savoir si ça va toujours bien, s'il y a des effets secondaires associés et tout ça. Là. Je pense que c'est déjà fait. Il faut juste savoir que pour certains médicaments, quand on initie un traitement, il y a des périodes de titration. Donc, si le patient n'a pas de programme de soins, puis qui présente des effets secondaires possibles avec son médicament qu'il prend actuellement, faudrait quand même là, aviser le patient qu'on peut des fois jouer un peu avec la titration du médicament. La titration, ça veut dire que des fois, on ne veut pas donner la pleine dose tout de suite en commençant d'un traitement. On va commencer par une semaine à une petite dose. La semaine d'après, on augmente un petit peu. L'autre semaine, on augmente un petit peu. Puis souvent, on peut échelonner ça sur une période de 4 semaines. Puis si tout va bien, bien là, le patient prend son médicament comme il est prescrit. Vous le prenez là, régulièrement comme c'est prescrit. Mais c'est sûr que si ça pose un problème, bien là, on peut ralentir, on n'augmentera pas, on va tenter de revenir à une dose qui était bien tolérée. C'est important que les cliniques soient informées si jamais il y a des problèmes comme ça pour qu'on s'assure de y aller plus graduellement, plus lentement. Donc, puis s'il n'y a pas de programme de soins, bien, je pense que ça va devoir se faire là, vraiment en pharmacie, là, parce que c'est les pharmaciens qui sont en contact direct avec les patients. Si jamais les patients ne nous appellent pas, ben, on doit trouver moyen de se parler pour se réajuster. Fait que, puis il y a des médicaments aussi que s'ils sont cessés tout d'un coup, mais si ça dépasse une période d'une semaine, 2 semaines, ben, le patient ne peut pas reprendre son médicament comme ça. Là. Le patient doit reprendre son médicament dans une clinique d'observation. Donc, ça, c'est important que ça soit bien surveillé. Là. Si un patient vient chercher son médicament à tous les mois, ben, on comprend bien qu'il le prend régulièrement, mais si son médicament doit durer un mois puis qu'il revient au bout de 6 semaines, 7 semaines, ben, c'est d'avoir le souci aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il eu un arrêt? Puis est-ce qu'on doit référer à nouveau le patient dans une clinique de supervision? Là? Fait que quand il y a des programmes de soins associés, ben, ils prennent charge de cette surveillance-là, mais dans le contexte où il n'y en aurait pas, il y a quand même un rôle à jouer à ce niveau-là. Là. Ça, c'est certain. Au niveau de la pharmacie, bien, il y a aussi des différences. Il peut y avoir des différences entre les pharmacies communautaires et les pharmacies spécialisées parce que, bon, on sait qu'on a toutes nos pharmacies de quartier avec lesquelles on fait affaire régulièrement avec nos médicaments qu'on prend au quotidien et tout ça. Tous les pharmaciens ont la même formation, tout ça, mais un peu comme en médecine, il y a certains pharmaciens qui peuvent s'être spécialisés un peu plus au niveau de certains problèmes de santé. Donc, il y a dans des domaines qui sont plus complexes. Il y a des pharmacies qui se sont développées là, pour remettre la médication et tout ça aux patients, puis avec laquelle là, certaines compagnies pharmaceutiques fonctionnent pour l'administration des médicaments. Donc, ça se voit surtout là, en oncologie, on le voit aussi en sclérose en plaques ou avec toutes certaines maladies là, du système immunitaire qui sont plus complexes là, puis qui nécessitent une surveillance plus étroite. Bien, il y a des pharmacies spécialisées qui se sont développées. Ces pharmacies-là, ben, souvent, ont une équipe là, qui est vraiment bien formée pour répondre là, à ces problèmes de santé-là. Donc, ils ont souvent le soutien d'infirmières ou des services d'information si les patients appellent et tout ça. Puis c'est certain que s'il n'y a pas de programme de soins, une pharmacie comme ça peut être très aidante, mais une pharmacie communautaire peut aussi répondre à certaines choses, mais peut-être s'assurer qu'il y a aussi un backup avec ou une aide là, avec les compagnies, ouais, c'est ça, avec les programmes de soins associés à certains médicaments. Fait que bon, c'est ça. Une préoccupation aussi qu'on a, nous, en clinique, c'est de savoir est-ce que la pharmacie va nous aviser lors d'un besoin de renouvellement de prescription, tout ça, pour qu'on s'assure là, que justement, il n'y ait pas de période où vous n'ayez pas là, de traitement. Puis qu'il y ait un suivi là, des résultats de prise de sang, des fois, parce que ce pas toutes les pharmacies qui font le suivi, mais ça peut être intéressant avec certains médicaments de faire un suivi des résultats de prise de sang. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses à savoir
dans votre choix de pharmacie ou dans votre prise de décision de faire affaire avec une pharmacie qui est soit communautaire ou une pharmacie spécialisée, ben, c'est de voir c'est quoi vos besoins. Est-ce que votre pharmacien va vous informer des programmes? Est-ce que votre pharmacien va faire un suivi? Est-ce que lui, c'est possible pour lui? Si c'est pas possible, est-ce que vous aimeriez mieux être avec une pharmacie spécialisée? Tout ça, c'est un choix qui vous appartient puis qui est important des fois là, à discuter soit en clinique ou avec votre pharmacie là, de quartier. Puis pour les effets secondaires, on en a parlé tantôt, là, de l'obligation de peu importe qui, là, d'alerter là, quand il y a des effets secondaires sérieux là, associés aux médicaments, autant le pharmacien que la clinique ou le médecin traitant. Alors, les informations pertinentes aussi, c'est sur la possibilité d'inscription au programme, on en a parlé. C'est déjà là, des choses. Peut-être juste voir aussi avec les programmes de soins, il y a des programmes de soins qui ont des infirmières, il y a des programmes de soins qui en ont pas, tout dépendant de la clinique qui vous suit pour votre problème de santé. Ben, si vous avez déjà une infirmière, peut-être que ce n'est pas une préoccupation. Là, vous savez déjà à qui vous référez, mais si vous faites affaire avec un neurologue qui n'a pas de clinique de suivi, qui n'a pas d'infirmière associée, peut-être que vous, le programme de soins, c'est une préoccupation que vous avez en plus, puis que vous préféreriez avoir une infirmière. Donc, ça serait de discuter là, avec votre pharmacien si c'est une possibilité de regarder vers ça. OK. Puis à part ça, ben c'est ça. Essayer de tenter de rester le plus possible sur le même générique parce qu'on sait là, que d'un générique à l'autre, les services ou le soutien offert n'est pas le même. Donc, ça pourrait compromettre là, des suivis là, éventuellement ou des renouvellements. D'autres préoccupations qu'on a, ben c'est ça. Ça, on n'en a pas parlé, mais tu sais, c'est pas toutes les pharmacies qui ont les mêmes soutiens ou services de soutien aux patients. Donc, peut-être un questionnement qui pourrait être intéressant à voir pour vous, c'est est-ce que votre pharmacie accepte de couvrir une période de traitement en attendant un renouvellement si jamais ce renouvellement-là n'a pas été fait? Est-ce que votre pharmacie est prête à vous couvrir pour une période de temps en attendant que les choses se règlent? Parce que de toute façon, eux, rétrospectivement, ils peuvent être remboursés, là, mais ce n'est pas toutes les pharmacies qui offrent ce service-là, puis ça pourrait être aidant pour vous. Est-ce que vous devrez payer au besoin si la couverture est en attente? Je veux dire, parce qu'on sait tous que c'est des médicaments qui coûtent très cher. Donc, dans votre choix de pharmacie, ça peut être intéressant de voir ça. Puis, est-ce que le remboursement de vos assurances peut se faire directement avec la pharmacie, assurance pharmacie, ou si vous devez payer, puis par la suite être remboursé par vos assurances? C'est toutes des questions là, que vous devriez garder en mémoire là, par rapport à tout ça. Puis nous, en clinique, bien, on en a parlé, je pense j'en ai vraiment parlé tout le long là, en jasant là, par rapport à l'impact pour vous, puis l'impact au niveau des pharmacies. Mais c'est nous, c'est important pour nous qu'on soit avisé lors du transfert d'un générique pour être sûr là, que toutes les démarches soient faites et qu'on soit au courant lors des renouvellements, tout ça, que les prescriptions soient faites au moment opportun. C'est notre rôle de vous renseigner sur l'arrivée des génériques, tout ça, mais il faut d'abord le savoir que vous êtes passé sous un générique, puis ça, parfois, ça se fait en pharmacie, puis on n'en est même pas avisé, on n'est pas au courant. Donc, on voulait ou on veut s'assurer de la compréhension parce que je pense qu'en tant qu'infirmière, c'est pas nous qui prescrivons, c'est pas nous qui produisons les médicaments. On n'a aucun intérêt à ce niveau-là. Mais notre intérêt principal, c'est votre sécurité, vos droits, puis que tout ça réponde à vos besoins, puis que vous compreniez bien l'importance de tout ça. Fait que, puis l'important, c'est qu'il y a pas de. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement en ce moment d'obligation qui a été faite de la part. Tu sais, le gouvernement a fait les changements, l'arrivée des génériques. Bon, c'est à nous d'en parler, c'est aux cliniques d'en parler, mais l'impact au niveau des programmes, toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui a été considéré là, lors de l'arrivée de ces génériques-là. Fait que là, on le vit, puis là, on le vit ensemble, puis on est en adaptation, tout le monde. Là. Fait que je pense qu'on doit vraiment, là, tout le monde collaborer, puis vous faites partie de cette équipe-là. Vous êtes la première personne qui peut nous aviser de problèmes, que ce soit au programme, au pharmacien, à votre neurologue, à votre infirmière, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne communication là, entre tous les intervenants. Alors, ben ça, bon, on en a parlé aussi, répertorier les effets. Je vais juste souligner vite, vite qu'à partir du 30 juin 2022, bon,
La RAMQ vont procéder un petit peu différemment pour les renouvellements de médicaments avec eux, avec l'assurance maladie du Québec. Donc, avant, nous, on voyait tout passer en clinique, on recevait les avis de renouvellement, on les faisait signer par les médecins, tout ça, on s'assurait que c'était bien fait, on envoyait le tout. Mais là, la RAMQ a décidé que ça se passerait autrement, puis ça se fait tout en ligne. Donc, à partir du 30 juin 2022, les neurologues vont recevoir par courriel les avis de renouvellement pour leurs patients. Donc, nous, ça ne nous passe plus des mains, les infirmières, les cliniques, alors on n'aura plus de vue là-dessus. Fait que je pense que vous avez un rôle super important à jouer par rapport à ce changement-là, dans le sens que vous le voyez. Quand vous renouvelez vos médicaments, vous voyez qu'il reste 2 renouvellements, il reste 1 renouvellement. Ça serait vraiment important de nous aviser parce qu'à partir du moment où vous nous avisez, on peut être beaucoup plus vigilant puis s'assurer que cette prescription-là va être faite puis qu'on ne se retrouve pas dans une période où vous n'aurez pas de renouvellement ou la couverture d'assurance ne sera pas en vigueur. Les conclusions. Alors, l'arrivée des génériques, comme vous le voyez, là, c'est d'une complexité là, assez importante, puis ça demande une surveillance, puis au niveau de la sécurité, la relation avec les traitements innovateurs, tout ça en sclérose en plaques, ça devient de plus en plus important, préoccupant à gérer. Puis on est en train de développer tout le monde ensemble une façon de fonctionner. Puis je pense que la transparence puis la communication, ça va être la solution là, pour le moment là, qui va être la plus efficace. Alors, en tant que personne atteinte, vous devez bien comprendre les enjeux afin de faire un choix éclairé face à votre choix de traitement. S'il persiste des doutes, c'est important que vous demandiez de l'aide d'un proche, d'un professionnel de la santé, que vous communiquiez avec vos différents intervenants. Puis nous, notre rôle, c'est quand même de vous fournir les outils, les ressources afin de permettre une observance optimale au traitement et ce, de façon éclairée. Les différents intervenants devront, moi je pense, dans le futur, avec ce qu'on voit là, en ce moment arriver, être consultés et mieux informés afin que les démarches puis le rôle de chacun soient clairement définis. Dans le futur, nous souhaitons que les prises de décision soient modifiées afin de ne pas seulement considérer l'aspect ou l'impact socio-économique, mais aussi individuel là, ou collatéral. Fait que votre sécurité commence par la connaissance de vos options de traitement, de vos droits, ainsi que de la possibilité de faire un choix éclairé en connaissant les enjeux associés. Alors, je vous remercie. J'espère que c'était lourd comme présentation, vraiment. Là. J'espère que je ne vous ai pas plus mêlé qu'éclairé, mais je pense que mon idée était de sonner des cloches, de vous mettre au courant de tout ce que ça implique en ce moment, ce qui se passe pour que vous puissiez voir vers les personnes, les bonnes ressources, là, aller voir, puis poser vos questions, puis c'est ça. Bien, merci, Nathalie. Merci. Écoute, je pense que tu as relevé un gros défi parce que c'était assez compliqué. Puis, je pense que avec ce que tu as expliqué, je suis certaine que la majorité des gens qui ont entendu ta conférence sont en mesure là, de démêler un générique, un vidéo similaire et tout ça. Puis, le but, comme tu disais, c'était vraiment que les gens soient au courant puis qu'ils s'informent auprès des personnes ressources, que ce soit l'infirmière, le pharmacien, les programmes de soins, justement, là, pour qu'ils soient le mieux informés possible. Il y avait des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions à poser, outre ce qui a été répondu? Bien, en fait, Josée, moi, je peux peut-être faire un mini résumé des questions qui ont été adressées dans le chat, bien, sans les lire vraiment parce qu'on y a répondu, mais il y a quand même, puis c'est pas juste ici dans la présentation, mais dans la population en général, il y a quand même un peu pas d'insécurité par rapport au générique, mais on se dit, ben, tu sais, si ça coûte moins cher, ça doit être probablement moins efficace. Mais Nathalie a vraiment bien expliqué là, que c'est le même profil de sécurité, d'efficacité, que ça passait par Santé Canada et tout. Mais il y a aussi que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il y a quand même des effets qui sont très positifs de l'arrivée des génériques. Là. C'est certain qu'on fait sauver de l'argent à la société de un, mais pour les personnes qui ont une assurance privée,
des fois, les assurances privées vont mimer les critères de la RAMQ, donc ils vont se comporter comme la RAMQ, ils vont accorder seulement un médicament générique à partir d'en maintenant. Mais si on travaille pour une petite entreprise, puis qu'il y a 7 ou 8 employés ou 12, 20, puis que moi, j'ai un médicament qui coûte, je ne sais pas, 25 000 par année, 30 000 par année, bien, ça paraît sur le petit bassin d'employés. Donc, ça passe un peu plus inaperçu pour des petites entreprises quand notre médicament coûte 2 tiers moins cher, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment des avantages auxquels ça ne nous vient pas tout de suite comme ça en tête, mais on en voit en pratique là, que on va voir de plus en plus parce qu'on n'était pas habitué, comme tu dis, Nathalie, c'est nouveau là, en sclérose en plaques, les biosimilaires, les génériques. C'est commun dans d'autres spécialités ou en médecine générale, mais on va apprendre à composer avec les génériques, mais on va apprendre à les apprécier aussi certainement. Là. Oui, puis le point important que tu dis, Isabelle, et que Nathalie a mentionné, que je répète encore, c'est que tous les médicaments génériques sont réglementés par Santé Canada, tandis qu'il y a beaucoup de produits naturels, surtout, je ne veux pas le nommer, mais les produits qui viennent de la Chine qui ne sont pas réglementés, c'est même pas traduit, c'est écrit en chinois. Puis excusez l'expression, mais d'une batch à l'autre, c'est même pas les mêmes ingrédients actifs qui sont dedans. Fait que pour les génériques, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On sait que c'est fait de façon éthique, réglementée, dans les règles de l'art, avec les mêmes ingrédients. C'est une copie, dans le fond. C'est comme si on prenait de l'acétaminophène au lieu d'acheter la marque Tylenol. Mais c'est un peu la même chose avec les génériques. Ouais. C'est un peu comme le ketchup, là, dans le fond. Tu prends le Heinz ou tu prends la marque Nos Compliments, ben, c'est du ketchup. Puis c'est probablement moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Là. Moi, ça me fait un exemple concret. Ben, c'est ça. Oui, la bouteille va changer. Il peut y avoir des fois un goût différent ou des petites, tu sais, je veux dire, il peut y avoir des petites choses différentes. Mais l'idée, les produits de base sont identiques, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est important, là, que tout ça soit respecté, là. Tu sais. Puis c'est sûr que c'est très complexe, mais moi, je pense que ça demeure très sécuritaire. Il y a beaucoup d'avantages à passer au générique, mais il faut quand même qu'on connaisse les impacts de ces différents génériques-là, parce que c'est clair que ce n'est pas toutes les compagnies de génériques qui vont offrir les mêmes services. Ça, je pense que c'est du magasinage. Si on peut rassurer les gens pour l'avoir vécu avec des médicaments qui étaient moins coûteux, à la limite, si vous aviez un médicament original et pour une raison qu'on ignore, votre générique, vous faites une réaction indésirable qui est hors du commun, bien, vous allez devenir comme un patient d'exception et la RAMQ ou votre compagnie d'assurance va vous autoriser à retourner sur un médicament d'origine. C'est extrêmement rare que ça arrive, mais sachez que si ça vous arrive, bien, c'est une possibilité qui existe. Ça, c'est rassurant pour vous. Là. Si vous avez une problématique, bien, vous pouvez revenir à votre médicament. C'est des exceptions, mais sachez que c'est possible. Oui. Ce qui est malheureux, c'est qu'on doit le démontrer. Tout à fait. Fait que c'est triste. On ne peut pas dire au départ, moi, je suis allergique à plein de choses. Là, oublie ça. Moi, je ne prends pas de générique. On ne peut pas. Je veux dire, on n'a pas le droit. Ce n'est pas une raison pour maintenir un original. Il faut l'essayer, démontrer que ça ne fonctionne pas, démontrer qu'on ne tolère pas ou qu'on a une allergie à un produit X. C'est rarement le cas parce qu'ils utilisent pratiquement les mêmes ingrédients. Donc, si on n'est pas allergique à l'original, on ne devrait pas être allergique au générique. Fait que c'est un peu ça. Là. Fait que c'est difficile à démontrer là, qu'on ne peut pas. Fait que ça ne sert à rien, malheureusement, de demander aux cliniques de dire oui, mais moi, je veux que ma neurologue elle écrive. Ils m'ont dit que si elle écrivait, tout ça. Oui, mais des fois, c'est facile de dire ça. Dis qu'elle écrive la raison. Mais nous, on sait très bien, puis eux aussi, que la seule raison, ça serait la non-tolérance démontrée. Fait que, je veux dire, tant qu'on n'a pas tenté, on ne le sait pas. C'est ça qui est malheureux, là. Ouais. Il est déjà 20h02. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Soyez ceux qui sont gênés de les poser verbalement. Il y a toujours la boîte de clavardage. Oups, je vois qu'il y a une petite bulle qui vient d'apparaître. Ah non, c'est bon. Okay. Merci encore une fois, Nathalie.
Je vous remercie beaucoup, puis merci, c'est Josée, je ne sais pas si vous savez, mais Josée, Judith et Isabelle là, de m'avoir soutenue durant cette présentation-là. Puis on devrait se revoir pour une prochaine présentation en juin. Ça devrait être annoncé à nouveau sur le site de la sclérose en plaques. Là. Cette présentation-là devrait avoir lieu à mi-juin, puis devrait être sur comment bien se préparer à notre rencontre avec le neurologue lors d'un rendez-vous. Fait que, on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci.